Bonsoir à toutes et à tous, bienvenue sur Backseat, bonsoir. Incroyable, bonsoir tout le monde. Quel plaisir de vous retrouver les amis, bonsoir à toutes et à tous et bienvenue sur le plateau de Backseat. Bonsoir à vous si vous nous regardez en direct sur Twitch, bonsoir si vous nous regardez en replay sur YouTube, bonsoir si vous nous écoutez aussi en podcast. Très heureux de vous retrouver chers amis, c'est parti pour votre émission préférée Backseat. On va parler de politique bordel de merde pendant 2h30, on va parler de plein de trucs avec mes chroniqueurs et chroniqueuses, on va discuter de l'extrême droite avec un journaliste qui nous rejoindra tout à l'heure sur le plateau et en deuxième partie d'émission nous recevrons notre invité politique. Cette semaine il s'agira de Marine Tondelier, la secrétaire nationale d'Europe Écologie Les Verts qui sera avec nous dans la deuxième partie d'émission. Avec moi sur ce plateau pour discuter de plein de sujets, Usul. Salut Usul. Salut. Comment tu vas? Oh, ça fait plaisir d'être là. Ben ouais, ça fait plaisir de te retrouver. Alors que je pourrais être chez moi à jouer à Zelda. Ah, ça fait plaisir de te voir Usul. Que j'ai depuis hier. J'ai fait un sanctuaire, voilà. Ben non, mais j'avais du boulot. Je suis venu à Paris, j'en ai profité pour tourner une vidéo pour Blast, le portrait de Krivine. Alain Krivine, voilà. Grand penseur de la gauche révolutionnaire. Grand militant surtout, c'est pas tellement un penseur. Ben Saïd, c'était plutôt le penseur. Ben Saïd, ouais. Krivine, c'était le dirigeant politique, c'était de le la militant, LCR, la Ligue communiste révolutionnaire qui a fini par donner le NPA, propulsé Besancenot en 2002, voilà. Et tu nous racontes tout ça dans une vidéo donc, qui sort sur Blast, ça fait partie des portraits de Blast et elle sort dans... 2 semaines 2 semaines, un truc comme ça. Usul, tu es chroniqueur sur Mediapart également avec la chronique Ouvrez les guillemets. La dernière, elle était sur Marine Le Pen, on va en parler du sujet. Et tu es aussi chroniqueur sur Backseat. On est avec Claire aussi, salut Claire. Salut. Comment tu vas? Ah bah très bien, très contente d'être là. Et puis j'ai l'impression que Claire Nouvian a transmis beaucoup d'énergie et pas comme moi. les applaudissements du public là étaient bien présents. Ouais. Donc, Carrément. Claire, tu es doctorante en sciences politiques, tu es également militante écologiste, ouais. Tu as été candidate sous l'étiquette de l'ANUPS aux élections législatives l'année dernière. Ouais, merci d'être avec nous. Claire, on est aussi avec Léa. Salut Léa. Coucou. Comment tu vas? Ça va bien. Ça fait un bout de temps qu'on t'a pas vu, dis donc. Ça fait un petit moment, ouais. 5 semaines, je crois. 5 semaines, ouais, je compte. C'est beaucoup trop. Beaucoup trop. Qu'est-ce que tu foutais? Pourquoi t'étais pas là? Pourquoi j'étais pas là? Alors déjà, là, je reviens de Lyon. Voilà, pour tout vous dire, j'étais à Lyon hier pour parler féminisme et politique. Oui, bon, ça l'empêche pas de venir. Jules, il vit là-bas, donc... Oui, c'est vrai. Non, c'est une mauvaise excuse, effectivement. Ouais, mais c'était pas une excuse. Je voulais juste raconter ma vie. J'ai failli la rejoindre après, ils allaient au resto à 22h. Ouais, c'est vrai. Bah, t'as bien fait de pas venir parce que c'était tard. Hein. Ouais, c'était tard. Ah ouais, c'était puis dans le 9e, tard. ça faisait loin. Ouais. Mais t'aurais dû venir avant, en fait. Vous nous dites. Hein, bon, bref. On laisse entre Lyonnais, là. Oui. Néanmoins, c'était très cool, mais le dîner était tard. Voilà, tout ça pour dire... D'accord, donc bon, j'ai mangé des ravioles. J'étais trop contente. Ah, c'est pas mal les ravioles. C'est super. Moi, quand je vais à Lyon, c'est full tradition lyonnaise, quoi. Je crois que le budget de production est un peu Je mange du faf matin. Arrête de parler de ça. C'est pas du Dauphiné les ravioles? Des ravioles de Royan. Ah ouais, donc c'est une décision concertée de foutre en l'air mon émission. Là, ça a été vu entre vous, etc. Léa, t'étais pas là parce que tu faisais aussi la tournée des librairies pour signer ton bouquin. Oui, tout à fait. Et manger les ravioles. Plus de femmes en politique, sorti il y a un an. Il y a un an et qui est ressorti là en poche, effectivement. Donc du coup, on relance les tournées, signatures, rencontres, tout ça. Donc c'est très cool. Et tu bosses sur un nouveau livre? Tout à fait. C'est cool ça. Oui. Tu peux nous en dire un peu plus ou c'est encore... Oui, je peux, ouais. Vas-y, raconte. Là, je vais travailler sur un nouveau bouquin qui parlera de féminisme et politique. Comment faire du féminisme un véritable projet politique. Et pourquoi c'est pas encore le cas, en fait? Pourquoi, finalement, on n'a pas une démocratie féministe aujourd'hui? Parce que le livre n'est pas encore sorti. Ben oui, tout à fait, voilà. Donc je serai un peu peut-être la Marx du féminisme. Avant l'émission... Toute petite ambition. Moi, je pense que c'est totalement... c'est possible. Tu penses? Ouais. Non, mais on parlait avant l'émission, en fait, à quel point aussi les sciences politiques, la manière dont on conçoit le pouvoir et la politique ont été clairement influencées par le fait que cette science-là, elle était construite par des mecs, essentiellement, et elle est toujours... les places dans cette science sont aussi occupées de manière prédominante encore par des hommes, et qu'on arrivera à un pouvoir féministe aussi seulement si on arrive au niveau des sciences sociales à changer les choses. Tout à fait. Et changer notre rapport au pouvoir, tout ça. Mais c'est vrai qu'on a trouvé plus de femmes en sociologie, plus d'hommes en sciences politiques. Ah ouais, mais totalement. Et plus de femmes en politique. Ça rappelle quelque chose. Léa, donc tu animes également le podcast politique qui s'appelle Popol, où tu couvres l'actualité politique avec des voix de femmes en politique. Et on te voit régulièrement sur une chaîne de télévision qui s'appelle LCP. Oui, c'est vrai.
Voilà. Tout ça, c'est vrai. Et c'est formidable. Merci à tous les trois. T'es bien renseigné, dis-moi. Mais t'as vu ça? Non, mais attends, les fiches sont vachement bien faites. Ah ouais, j'avoue. Je peux te présenter, moi? De quoi? Et ce soir, avec nous aussi, on a le plaisir d'avoir, c'est assez exceptionnel, Jean Massier. Salut Jean. Bonsoir. Merci. Comment ça va? Ça va très bien. Ça fait un petit moment qu'on t'a pas vu. Ça fait un moment, oui. En ce moment, je suis très beaucoup à la télévision. Ah oui, c'est vrai. J'adore. La télévision, c'est la bien d'Internet. Tu t'es pris un petit shitstorm parce que t'aimes pas l'extrême droite? J'ai dit que le racisme, c'était pas bien, et apparemment, il y a des endroits où il faut pas le dire. Mais ça, je savais pas. Moi, Non, c'était beau, GG Masterclass. ouais. Ok, Attends, j'ai vu une annonce comme quoi tu vas aller dans C'est à vous. Oui, c'est sorti dans la presse, tu vas faire un peu d'intérim à C'est à vous. Je vais faire de l'intérim à C'est à vous. Ouais, carrément, j'avais rendez-vous avec eux ce midi d'ailleurs. Je vais faire la chronique politique, l'édito politique de l'émission C'est à vous sur la chaîne France 5 les 18, 19 et 22 mai prochains. Parce que c'est le festival de Cannes, que du coup ils rotationnent l'équipe parce qu'il y a une partie qui est à Cannes, une partie qui est à Paris. Du coup ils m'ont proposé. J'étais passé sur C'est à vous avec Samuel Etienne il y a 2-3 semaines. On avait sympathisé. Du coup ils m'ont rappelé en me disant tiens, est-ce que ça te dirait de le faire? Et j'ai dit ouais. Voilà. Donc édito politique. Merci beaucoup. Bravo. Nous abandonne pas quand même. Ça me fait plaisir, mais c'est 4 minutes pour dire des trucs. Voilà, moi je fais des streams de 4 heures tous les jours. Ils bouffent plus en plus. Avant il y avait de la bouffe, mais ils bouffent plus. Et du coup, en fait, je crois qu'on aura la partie 1 de l'émission qui sera à Paris, la partie 2, elle sera à Cannes. Et du coup, je crois que j'aurai pas à bouffer moi parce que c'est à Cannes qui bouffe. Je sais, j'ai rien compris, je sais pas. J'ai un peu peur du côté. Toujours pour les mêmes. Rien à voir à bouffer. Prends-toi un petit pain au choc. Ouais, ou des raviolis. Non, mais stop. Des ravioles. Alors, faut pas confondre ravioli et ravioles, par contre. Commence pas. Quand même. Commencez pas. Les bases. On avait un sujet dont on voulait parler ce soir. Ah oui, non, d'abord il y a un jingle. C'est parti pour les sujets de la semaine. Let's go. C'est déjà le bordel. L'actu de la semaine. On est en plein dans l'accélération du fameux calendrier des 100 jours d'Emmanuel Macron, les 100 jours qu'a donné le président de la République à son gouvernement pour remettre la clé dans la machine après la crise de la réforme des retraites. Je dis après, mais c'est tout le point d'interrogation. Où est-ce qu'on en est de cette crise de la réforme des retraites? Le gouvernement est en train de lancer tout un tas de chantiers dans tout un tas de dossiers divers et variés et pas des moindres. On parle de lutte contre la fraude fiscale, on parle de réforme des écoles, France Travail, la réforme des écoles avec le lycée professionnel. Il se passe beaucoup de choses. On voit des ministres les uns après les autres sortir, parler de plein de trucs, etc. Pour lancer plein de chantiers dans tous les sens. On voulait ce soir avec vous trois, moi je voulais qu'on fasse un petit peu un point sur comment est-ce que vous le sentez, cette volonté du gouvernement de passer au-delà de la crise de la réforme des retraites. N'est-il pas en train de réussir? Moi j'ai l'impression. Alors moi, je suis pas trop d'accord. Vas-y, dis-moi Claire. En fait, ils ont appelé ça les 100 jours de l'apaisement. Or, en démocratie, un apaisement, ça se décrète pas. En fait, c'est pas parce que le gouvernement a décidé qu'ils allaient prendre 100 jours pour apaiser les choses que les gens vont s'apaiser. Et en fait, les gens, je les sens pas du tout apaisés. Le mouvement contre la réforme des retraites, en fait, il est encore là. Il y a une autre date qui est prévue. Il y a les casserolades qui se poursuivent. Il y a encore beaucoup d'énergie militante et citoyenne qui est là pour résister à la réforme. Et surtout, en fait, du coup, ça fait vraiment comme si dans un espèce d'espace-temps un peu parallèle, le gouvernement déroule ses 100 jours en recyclant des mesures qui étaient déjà prévues, avec des bouts de ficelle. Ils prennent du budget ici ou là pour faire des mesures. Des annonces, ouais. Des annonces, voilà. Mais en fait, déjà, il n'y a rien de transformateur dans les 100 jours. Et puis, en fait, on réforme, même si c'était des réformes d'ampleur, on ne réforme pas un pays contre et sans le peuple, quoi. Donc, cette fracture-là, moi, elle me paraît loin, mais alors extrêmement loin d'être résolue. Et pour être très sincère, je ne vois pas dans quel... sans redescendre un petit peu de l'espèce de montagne sur laquelle ils se sont placés, je ne vois pas comment, en fait, on arrive à renouer quelque chose qui ressemble à un dialogue démocratique. Je ne sais pas dans quelle mesure est-ce qu'on peut dire... Alors, qu'il y ait de la colère, toujours certainement de la part des personnes mobilisées, qu'il y ait toujours de la mobilisation et qu'elle soit d'ampleur et massive et qu'elle empêche qui que ce soit de faire quoi que ce soit, je n'en ai pas vraiment l'impression. D'où ma question un peu provoque sur le gouvernement n'est-il pas en train de réussir dans son pari de noyer l'information politique sous tout un tas de nouveaux trucs qui fait qu'on parle, quand je dis on, voilà, que le mouvement de la réforme des retraites n'a rien réglé et tout le monde est encore en colère,
Mais là, je vois pas de manifestation massive. Les casserolades, elles m'ont pas l'air de bloquer quoi que ce soit de très spectaculaire. Je pose vraiment la question de manière naïve, ou alors est-ce que c'est moi éditorialement qui en fait ai envie de passer au sujet d'après? Peut-être aussi. Donc dites-moi un peu comment vous le voyez. Oui, moi j'ai fait combien d'épisodes d'OSG sur la retraite là, j'en ai fait plein et moi aussi j'aimerais bien parler d'autre chose, mais le fait est que le problème il est toujours là et on est toujours dans le même pays qui a été transformé par cette réforme des retraites, avec des gens qui ont vécu quelque chose, qui ont fait quelque chose et qui ont changé aussi. Je veux dire, les gens changent et les gens se politisent ou au contraire se démobilisent. Et là, il me semble qu'il y a toujours une forme de mobilisation qui est toujours là. Les casserolades, il y en a vu encore aujourd'hui, Agnès Pannier-Runacher, etc. Et Macron ne manque pas d'ailleurs de refaire des petites phrases. Je crois qu'hier, c'était les gens qui manifestent contre les retraites, en fait, c'est eux qui font monter les extrêmes. Donc voilà, des trucs un peu étonnants. Et là, il y a le dialogue avec, on va dire, l'opinion, la France, le peuple. Et il y a aussi, avec quelle majorité il nous les fait les textes suivants. Ouais, c'est là où je voulais en venir. Là aussi, pareil, là, il me semble qu'ils sont toujours aussi bloqués qu'au point de départ là-dessus. Bah, d'ailleurs, c'est assez intéressant parce que là, ça devient un petit peu la mimique un peu débile dans beaucoup de médias. C'est qui va remplacer Elisabeth Borne? Elisabeth Borne va-t-elle rester? On adore ça en France, hein, les questions du cheval, etc. Très bien. Le truc, c'est que en fait, on s'en fout complètement. Ah oui, on s'en fout. Elisabeth Borne reste ou pas. La seule question, c'est quelle majorité en fait. Tu peux mettre n'importe qui. C'est pas elle individuellement. Elisabeth Borne n'a pas l'air quelqu'un de désagréable au demeurant, même très intelligente. C'est pas le sujet. Le sujet, c'est quelle majo. Il y a surtout une crise parlementaire en fait. Léa, qu'on n'a pas connu depuis. Ah bah oui, c'est quand même assez inédit. Je veux dire, sous Sarko, on n'a pas connu ça. Sous Hollande, on n'a pas connu ça. Enfin, on peut remonter. On n'a pas connu ça depuis quand même des décennies, des quinquennats, plusieurs quinquennats. Des quinquennats ou des quinquennaux? Des quinquennats. Non, je déconne. Oh, ça va. Je vous ai entendu, là. Non, mais tout ça parce qu'on parle de crise et tout. Alors, forcément, tout le monde fait la gueule. Non, mais la réalité, c'est qu'on en est là. Et effectivement, avec quelle majorité? Je veux dire, avec quelle majorité déjà au lendemain des élections législatives? Aujourd'hui, avec quelle majorité, sachant qu'il y a quand même une partie du Parlement qui est quand même très fâchée, je veux dire. Charles de Courson qui est quand même en train de faire copain avec Sophie Binet. Personne l'attendait. Alors, franchement, moi, je me l'attendais pas du tout. C'est magique. Clairement, là, j'ai vu les photos passer hier en mode limite selfie avec avec Lyot, Charles de Courson, l'un des représentants du groupe des indépendants à l'Assemblée nationale, qui d'ailleurs dépose une proposition de loi d'abrogation de la réforme des retraites qui sera discutée le 8 juin prochain, et Sophie Binet, la nouvelle patronne de la CGT. Donc ils sont en train de préparer ça. Donc, le 8 juin prochain, on a une grosse mobilisation. Je pense que les gens ne sont pas prêts à lâcher l'affaire. Les gens se mobilisent toujours autant, c'est moins visible. C'est pas parce qu'on n'en parle pas dans les médias aussi que les gens ne sont pas là, se mobilisent. Faut voir aussi. Moi, j'étais à Lyon quand Macron était là. Le périmètre de sécurité, frère, t'as peur, quoi. Enfin, franchement, moi, j'ai halluciné. Ma mère habite pas loin. Ils avaient bouclé tout le quartier. C'est-à-dire qu'ils escortaient les gens jusqu'à chez eux. Il y avait une dame qui avait une casquette. Ils lui ont demandé de l'enlever. Une casquette avec écrit quoi dessus? Rien. Ah d'accord, une casquette. Non mais genre c'était lunaire quoi. Donc forcément il y a des gens qui flippent. Non, ça, des gens ça flippent, effectivement, je suis d'accord avec toi. On voulait, genre avec ma mère, on était en mode gaulerie, on va demander aux voisins de se mettre à la fenêtre et de mettre des casseroles. Alors personne n'était chaud quoi. Genre tout le monde flippait. Les gens ont peur de se mobiliser. Et ça c'est une réalité qu'on n'a pas connue depuis très longtemps aujourd'hui. Moi ce que je vois c'est qu'en fait on a ce que Rancière a théorisé dans ce qu'il a appelé la haine de la démocratie. Jacques Rancière. C'est un très grand penseur, philosophe, plutôt à gauche, plutôt marqué à gauche, on va dire, qui a quand même théorisé le concept de la haine de la démocratie. Et là, on est là, c'est-à-dire cette élite oligarchique qui est en train de dire, mais en fait, on s'en fout de ce que vous nous racontez. Nous, on continue à driver le bateau, on continue à faire nos trucs, etc., etc. Effectivement, on annonce des choses, on ne sait même pas si on va vraiment pouvoir les faire, parce que a-t-on ou pas cette majorité nécessaire pour aller plus loin? Bonne question. Je veux dire, ils ont reculé sur le PJ à l'immigration parce qu'ils n'avaient plus l'aval de LR, etc. Là, ils sont en train de rediscuter. Finalement, ce sera en juillet. De devoir convoquer tout le monde. C'est pas encore certain d'ailleurs. Les discussions sont encore en cours. Donc on voit bien qu'il y a effectivement, je pense, une crise de la démocratie parlementaire et une crise de la démocratie sociale. Ça, c'est clair. Et plus on y va, tu vas même carrément devenir la Marx du marxisme. L'international féministe. Il lui manquait quand même un. Faut mettre capitaliste à un moment dans le raisonnement. Ouais. Et il lui manquait un regard un peu féministe à Marx quand même. Claire.
Ouais, en fait, moi je pense que le problème, c'est ce que souligne Léa aussi, c'est qu'on a un pouvoir qui gouverne avec une arrogance que son assise populaire et électorale ne lui permet pas, en fait. Donc il y a vraiment un écart entre le style de gouvernement qu'ils utilisent, c'est-à-dire la force et on trace et on applique notre projet, et le résultat des urnes. Et aussi juste l'ambiance générale du pays, que c'est aussi le devoir d'un gouvernement et d'un président de sentir un minimum, quoi. Enfin, je sais qu'à travers 15 rangées de CRS et de flics, c'est un peu plus difficile de sentir les choses, mais il y a quand même ça. Et en fait, je pense que... Et ce que tu disais, Usul, sur la manière dont effectivement, c'est peut-être un peu moins visible, c'est peut-être aussi moins relié par les médias, parce que les médias eux-mêmes ont envie de parler d'autres choses. Ouais, c'est clair. Mais en fait, un mouvement social, c'est pas ça commence tel jour, ça termine tel jour. Oui, on ne revient pas au début. Voilà, en fait, ce vrai. mouvement, c'est la cristallisation déjà de quelque chose qui s'était fracturé au moment des Gilets jaunes. Parce que c'est aussi, on le voit localement, c'est toute la sociabilité des Gilets jaunes qui s'est réorganisée avec les syndicats dans les bus, pour l'organisation des trajets pour aller en manif, etc. Ça a réactivé des réseaux précédents. Et dans toute la manière dont aussi la question démocratique est venue au centre au moment du 49-3, qu'est-ce que c'est ? Ça, c'est Nuit debout qui revient. Donc en fait, même si on a un épuisement... un ralentissement relatif des casserolades à terme, etc., ça ne veut pas dire que c'est la fin du mouvement et ça ne veut pas dire qu'on ne va pas retrouver ces personnes-là avec ces idées-là qui vont revenir à d'autres moments. Et donc, je termine juste. Non, vas-y. Et en fait, la lame de fond, et ce qui a dénoté ce mouvement, c'est qu'il y a une fracture idéologique, un décrochage avec l'idéologie dominante. Et donc, l'idéologie dominante, elle domine sans assise dans les imaginaires politiques des gens. C'est-à-dire que le néolibéralisme de Macron, les gens n'achètent plus. La vie qu'il a envie qu'on mène, les gens, ils n'achètent plus. Et c'est vrai dans les générations les plus jeunes. La conception du monde du travail, de la vie en général, en fait, il n'y a plus personne pour y croire. Et c'est ça qui est en train de se passer et qui... C'est un moment dans lequel, du coup, il y a une espèce de recherche d'alternative. C'est encore un peu confus. Mais voir une certaine forme de ringardisation du pouvoir, en fait. On est dans un gouvernement. Après, je veux dire, si la lame de fond que tu fais remonter jusqu'à Nuit debout, avec le mouvement des Gilets jaunes derrière, etc., oui, ça c'est sûr, elle ne va pas s'arrêter. Mais de toute façon, tu l'as dit, elle a démarré il y a tellement longtemps qu'elle va durer. On peut la faire remonter avant. Mais on peut la faire remonter très très loin. Le truc, c'est que cette lame de fond, elle n'a pas de traduction politique, démocratique dans les urnes. Et notre problème vient en grande partie de là. Non, mais c'est la forte abstention des jeunes, c'est la forte abstention tout court, la forte abstention des jeunes. On en parlera de la deuxième partie de l'émission. C'est un autre problème. Oui, mais ça veut dire on réduit la démocratie. C'est facile de taper urnes. sur le gouvernement, c'est aussi charge à l'opposition de proposer des alternatives qui remportent des élections. Non, mais là, on parle d'idéologie, on parle d'un modèle de société, d'un endroit vers lequel on voudrait aller ensemble. Moi, quand je fais les portraits et que je remonte un petit peu dans le temps, par exemple, j'ai fait un truc sur Jospin. À un moment, Jospin... Il essaie de nous amener quelque part, il croit que la mondialisation, on va faire un modèle social quand même, et les gens, il les embarque quand même un peu. Même si, pas complètement, parce que le signal faible à ce moment-là, c'est qu'il n'est pas au second tour. Et qu'il y a quand même des gens qui votent, notamment à l'extrême gauche. Mais voilà, il y a quand même un projet dans les années 90, dans les années 80, on va quelque part... Et les gens achètent, quoi. Ils se disent, oui, comme tu disais, ils achètent. La mondialisation, c'est une fatalité. On va s'adapter, c'est pas grave, ça va le faire. Et là, il y a plusieurs trucs de suite. Il y a eu quand même la crise de 2008. Il y a évidemment les effets visibles du réchauffement climatique. Et puis toutes ces métamorphoses du monde du travail qui ont commencé dans les années 80. C'est-à-dire ce management qui est arrivé, qui a transformé le travail des gens. Ça a maintenant des effets très concrets. Ça y est, c'est partout. C'est maintenant, ça s'est installé dans la fonction publique. Tout le monde est auto-entrepreneur partout. Il n'y a que des vacataires, il n'y a que des machins. Et c'est les gens, ils se disent, ah ben c'est ça en fait les modifications. Et ça y est, elles sont là. Alors, il n'y a pas encore de débouché politique clair pour... en tout cas, ces gens-là se le figurent peut-être pas comme ça. Par contre, en effet, il y a un problème d'adhésion à un modèle de société. Voilà, et c'est ça le point auquel je voulais aller. C'est l'aboutissement d'un... Ce truc-là, c'est vraiment l'aboutissement, en effet, comme tu l'as dit, il y a Nuit debout, il y a le référendum de 2005 qui était déjà un moment de crise sur la mondialisation, le libéralisme, le néolibéralisme, et puis on arrive, Nuit debout, Gilets jaunes, et là ça aboutit avec un espèce de truc, il y a 80% de la population, 90% des actifs qui veulent pas aller dans cette réforme des retraites parce qu'elle est le synonyme de ces trucs-là, d'aller au boulot à coups de trick, elle est le synonyme de ça. Et donc,
Bon, derrière, il reste une dizaine de pourcents, et puis les retraités. Il reste une dizaine de pourcents de favorisés dans les classes supérieures ou de gens qui vivent bien ce monde-là, ou vivent bien de ce monde-là. Moi, le seul point que je faisais, c'est que je suis le premier à dire que je trouve qu'Emmanuel Macron est à contre-tempo de l'histoire, que c'est un Gerhard Schröder 20 ans trop tard, qu'effectivement, le récit, je suis d'accord avec toi, il a pas de... Le truc, c'est que le contre-récit a aussi du mal à émerger. C'est ce que je dis. Oui, ça, c'est d'où l'échec aussi de Nuit debout, des Gilets jaunes, etc. C'est pour ça que... Mais d'échec en échec vers la victoire finale. Mais au-delà de ça, alors sans doute, non, mais tout ce que je dis, c'est que voilà, taper sur le gouvernement à bras raccourcis, très bien. Enfin, il y a aussi des camps en face qui ont du mal à, pour plein de raisons qu'on va largement discuter avec notre invité politique, la pauvre. Voilà, il y a aussi un problème démocratique dans la capacité d'une alternative à émerger. Mais oui, mais au-delà de ça. Alors, il y a à la fois effectivement ce récit, ce problème de récit qui est effectivement, ça c'est vrai sur le plan idéologique, sur le fond de ce qu'on nous propose, je pense qu'il y a effectivement un ras-le-bol. Il y a aussi le fait que finalement le modèle dans lequel nous sommes est en train de s'essouffler, et à plein d'égards, que ce soit en matière de droit, de liberté fondamentale, que ce soit en matière environnementale, etc. On voit très bien qu'on ne peut pas continuer comme ça. Mais c'est tout de même une très belle avancée déjà. Je pense qu'on est quand même davantage majoritaire dans ce pays pour considérer que le modèle sur lequel on est en train de fonctionner, à savoir ce modèle capitaliste, ne fonctionne pas. Je sais pas, il faudrait des petits papiers ça, dans les grandes boîtes. À mon avis, il y a quand même un peu de ça. Et au-delà de ça, il y a aussi un autre problème, et je pense que c'est aussi pour ça que ça a du mal à émerger, c'est que nos institutions politiques sont quand même gangrénées par ceux qui ne sont pas d'accord pour changer de récit, en fait. Ça, faut quand même le dire. On n'a pas un truc assez souple qui permette d'encaisser et par ailleurs, là, en fait. au-delà, tu vois, effectivement, de la participation démocratique qui est quand même assez résiduelle, on est dans un modèle démocratique représentatif où, finalement, l'expression principale de la démocratie en tant que citoyen et citoyenne aujourd'hui, c'est glisser un bulletin dans les urnes. C'est le vote, ouais. C'est vraiment très, très restrictif. Et ça aussi, je pense qu'il y a un essoufflement total. Et cette démocratie, elle est très vivante. Et moi, je suis fière de voir ça, en fait. Je suis fière de voir que les gens se mobilisent, que les gens continuent à y croire, alors qu'on est en train de vraiment de saper leurs ambitions démocratiques. Et on se rend compte qu'en fait, non, le peuple est là, et le peuple est la majorité, et il y a des choses qui vont changer, et c'est inéluctable, et tant mieux, et on va y arriver. Je suis bien d'accord. Je suis bien d'accord. Encore une fois, c'est comment est-ce que ça se fait que 90% des actifs sont opposés à la réforme des retraites, mais qu'il n'y a pas 90% de bulletins dans les urnes en faveur de quelqu'un d'opposé à la réforme des retraites. Tu vois, on en revient là, et on le verra au moment des européennes, on l'a vu au moment de la présidentielle et des législatives. Évidemment, je suis le premier à contester le caractère institutionnel de notre système, des élections présidentielles. Ça m'énerve, mais ok. Au moins, enfin, en tout cas, ça existe. Donc, je veux dire, la faute n'est pas que du côté du gouvernement. Non, tu vois, il y a aussi un enjeu derrière de fabrication des gens qui votent pas. Alors l'abstention en fait partie. C'est peut-être prendre les choses peut-être dans le mauvais ordre, parce que un parti, c'est quoi? C'est la cristallisation des mouvements de pensée, des imaginaires politiques qui se passent à un niveau plus profond dans la société. Et en fait, ça se cristallise en force électorale majoritaire au moment où il y a une clarification sur, OK, c'est quoi le nouveau grand récit, enfin, le récit auquel on a envie d'adhérer. Et peut-être qu'effectivement, en fait, ça prend un peu de temps pour que ça se consolide et que ça se traduise de manière plus fluide en vote, parce que qu'est-ce qu'on a à faire là quand même? Enfin, pour reprendre Claire Nouvian, on est quand même dans un monde de malades mentales et qu'il va falloir reconstruire de fond en comble si on veut pas aller vers une catastrophe climatique majeure, vers des fractures sociales encore plus amplifiées. Enfin, on a un modèle économique qu'il va falloir refonder complètement. Il va falloir qu'on change d'indicateur, qu'on sorte du seul PIB, de la seule croissance comme mesure de est-ce qu'une nation ou une société va bien. Enfin, c'est immense le chantier. Absolument. C'est immense. Absolument. Et donc, je veux dire, ça prendra du temps. Et ça prendra des détours, ça prendra la forme de mouvements qu'il n'y a pas vocation à vouloir contrôler ou quoi que ce soit. Ce sera un processus, je pense, long, mais on n'a pas d'autre choix que d'espérer qu'il y ait Après, c'est vrai que l'alternative à gauche, désolé, mais on ne la voit pas émerger, quoi. Alors que là, c'est quand même un moment idoine, en quelque sorte, pour, effectivement... Oui, je idoine, rancière... je sais, je suis revenue en pleine forme, quand tu reviens, tu reviens en pleine forme. Non, mais voilà, c'est le moment, quoi. Je veux dire, que fout la gauche? J'ai envie de leur demander, quoi.
qu'est-ce que vous faites, quoi, à part être là? Justement, non, mais moi, je pense que cette réforme, que ce mouvement contre la réforme des retraites est aussi un moment bienvenu pour la gauche, qui est bien content d'avoir un truc où on est tous d'accord pour dire que c'est n'importe quoi ce que fait le gouvernement. Ça leur fait du bien à la gauche, parce que du coup, on parle pas d'eux. Et que du coup. Non, mais il n'y a rien qui est construit par ailleurs. Il n'y a absolument rien qui est construit, et c'est assez dramatique, malgré la bonne volonté de beaucoup de gens, etc. Encore une fois, tu vois l'ambiance des discussions à gauche sur les réseaux sociaux, c'est le pire endroit, mais même ailleurs. Putain, les gens sont d'un niveau de colère, de haine, etc. entre gens de gauche. C'est assez hallucinant. Il y avait quelqu'un dans le chat qui faisait remarquer qu'il y avait un grand manque de diversité politique ce soir dans les chroniqueurs. Je suis absolument d'accord. C'est pas grave. On va quand même parler de Laurent Wauquiez à un moment. Oui, je peux juste. Bien sûr. Je peux juste prendre un tout petit peu le contre-pied sur la gauche partisane. Parce qu'en fait, je trouve que c'est un truc qu'on dit pas assez. Mais le travail d'un militant dans un parti, c'est énorme et c'est important, en fait. Donc, je pense qu'il y a... J'ai pas dit le contraire. Non, je sais, mais dans ce côté où est la gauche partisane, etc., peut-être qu'elle n'est pas assez claire, peut-être que en fait c'est pas assez, ça prend pas assez, mais juste en fait la voix d'un parti, c'est aussi le rassemblement de tout ce qui se fait localement, quotidiennement, et en fait c'est ça qui a fait aussi qu'il y a des bus qui arrivaient pour les manifs. C'est peut-être souterrain, c'est peut-être pas hyper visible, mais il y a un énorme travail militant et même intellectuel qui est fait, qui n'est pas inexistant, quoi. C'est ça que je voulais dire. Non, c'est qu'il y a pas, mais il n'y a pas rien, et que je trouve que on a trop cette tendance à dévaloriser l'activité politique qui se fait dans les partis en général. Parce que par ailleurs c'est facile. Oui, non, je suis d'accord. Par ailleurs, c'est facile de taper dessus. Je reviens sur ce manque de majorité du gouvernement. Alors, je suis vénère parce que j'ai pas pu acheter le journal Le Point aujourd'hui. Oh mince alors. Terrible. Tu dois être sacrément vénère. Ouais. C'est rare que je sois vénère de pas pouvoir lire Le Point, mais il se trouve que dans Le Point aujourd'hui, sorti aujourd'hui, il y avait le grand retour politique de Laurent Wauquiez. Laurent Wauquiez, le président de la région Auvergne-Rhône-Alpes. Double somme. Qui se prépare pour 2027, et il faisait sa fameuse rentrée politique, parce que la particularité, c'est que lui, il a quand même vachement gardé le silence pendant toute la séquence de la réforme des retraites. Et là, il fait son retour dans une interview dans laquelle apparemment il pose quand même un certain nombre de bases de la reconstruction de la droite républicaine que j'aurais bien voulu lire, parce que c'est typiquement le genre de truc qui a été lu avec beaucoup d'attention à l'Élysée pour savoir justement sur la base de quoi est-ce qu'il est éventuellement possible de faire une coalition. Et nous, il fallait qu'on le lise. J'avoue que moi j'étais bien tentée dans les devoirs. C'était pour préparer l'émission. Non, mais donc du coup voilà, j'introduis juste le sujet pour dire que j'ai pas grand chose à en dire parce que j'ai pas lu cette interview. Il a même pas écrit de bouquin. Normalement, on écrit un bouquin quand on fait ça. Il a dit qu'il avait changé. Comme ça, on fait la tour. Donc j'ai eu que des bribes. N'empêche que c'est sur ce type de base-là que se construit ou pas des majorités à l'Assemblée nationale en ce moment, que les discussions ont lieu. C'est sympa de discuter de la gauche, tout ça, on peut le faire pendant des heures, mais il se passe aussi des trucs à l'Assemblée, et la question de la capacité du gouvernement à continuer à réformer ou pas se pose en grande partie avec ce qui est écrit dans cette interview, plus qu'avec nos discussions sur la gauche. Parce que bon, une majorité à gauche, personne n'y pense. J'ai vu un graphique passer tout à l'heure qui mesurait le vote des groupes par groupe parlementaire, combien avaient voté pour les textes du gouvernement, en gros. Que 50%, dans 50% des cas, LR votait les trucs du gouvernement. Juste en dessous, c'est le RN avec à peu près 40. Et après, ça redescend doucement comme ça jusqu'à arriver au plus bas, LFI avec 17 seulement. Donc, en effet, c'est LR qui est l'allié naturel, mais bon, ça, on le sait depuis longtemps. Sarkozy a essayé de leur expliquer et tout. Le problème, c'est que LR, ça se tient plus, il n'y a plus de chef, il n'y a rien. Et puis, surtout, j'ai l'impression aussi que les macronistes sont radioactifs, en fait. Même pour des cadres LR qui ont aussi un électorat, qui sont des élus. Le macronisme... c'est une catastrophe. C'est la terre brûlée, quoi. Après lui, il n'y a plus rien. Donc... Jean et son obsession des institutions. Il y a un moment, il y a des lois qui sont votées, tu vois. C'est quand même un peu là que ça se passe, quoi. Désolé. Ouais, non, Wauquiez, je lui prévois pas un grand avenir. Non, mais moi, je sais même pas quel avenir on prévoit aussi pour les Républicains. Enfin, là, justement, ce que tu dis, on parle de travail intellectuel. Là aussi, à droite, ils commencent à s'interroger sur c'est quoi l'avenir du truc. J'ai pas grand-chose. Je suis pas assez basé pour dire que y a une grande partie de la droite qui veut un destin à la Mélanie et qui va finir par accepter de rentrer dans une logique avec Marine Le Pen parce que de toute façon c'est elle qui sera présidente en 2027, etc. Je ne sais pas. En revanche, je vois que de l'autre côté, là aussi je suis d'accord avec toi, LREM c'est radioactif, Renaissance c'est radioactif, et que les Républicains, je veux dire, les élus locaux de droite, etc. Ils disent non mais attends, moi je vais pas monter sur le Titanic maintenant. En 2027 ils sont cuits. Nous, si on veut faire remonter quelque chose, ne serait-ce qu'à minima sauver son poste, mais en mieux refaire naître une droite de demain, ça va pas être avec les macronistes.
Donc je pense qu'il y a plusieurs scénarios qui sont possibles. En fait, ça se trouve, bon gré mal gré, le groupe LR va tenir dans un espèce de semblant d'opposition au gouvernement, justement parce qu'ils n'ont pas beaucoup d'intérêt en fait à s'allier avec les macronistes. Ou alors, on peut voir une espèce de lente décomposition du groupe LR prise par prise. C'est-à-dire que les macronistes vont réussir à accrocher telle ou telle personnalité du groupe et que du coup, ça va lentement en fait s'effondrer parce que, sur la base des égos et des ambitions individuelles. Parce que à partir du moment où il y a plus ça se passe depuis 6 ans. Hein. Bah oui. Ouais. Après, le député contre lequel j'ai fait campagne dans le 91, Robin Reda, c'était l'ancien bras droit de Pécresse. Et entre la présidentielle et la législative, il a viré Macron parce que c'était pas vendeur, quoi. Pécresse, elle avait fait 5 il y a des opportunistes. Et en fait, donc, il y a ça peut se poursuivre, en fait. Il peut y avoir des décrochages du groupe au niveau national. Mais attention, ce qu'il ne faut pas oublier, c'est que LR, ils ont quand même une implantation au niveau territorial qui est assez vénère. Quoi. Et solide. Encore aujourd'hui. Genre très, très, très surtout dans des zones rurales, mais ils commencent à être challengés par le Rassemblement National. Oui, ça c'est vrai. Surtout dans le Nord ils sont clairement pas challengés par Renaissance. C'est pas leur problème. Ah non. Au niveau local, donc je pense qu'ils ont quand même une carte à jouer. D'ailleurs, il y a des sénatoriales qui arrivent. Absolument. Ce sera peut-être un test. On va voir ce qui va se passer pour LR. On rappelle, est-ce que LR va garder sa majorité au Sénat? Bonne question. Parce que le Sénat est quand même renouvelé pour moitié, ce qui n'est pas rien. Donc, affaire à suivre. Mais non, je pense qu'il y a quand même cette implantation territoriale et locale, au même titre que le PS. Hein. Le PS, c'est le caillou dans la chaussure à gauche parce que tout le monde est là, bah merde, ils ont quand même une implantation territoriale qu'on ne peut pas nier et on ne peut pas faire sans eux. Je pense que LR, il y a ça aussi. Il y a quelqu'un dans le chat qui demande quid des textes dont on a parlé au début de la discussion. Effectivement, ça fait partie de ce programme des 100 jours. Des discussions sont ouvertes avec les partenaires sociaux sur la réforme du travail et sur la réforme du partage de la valeur dans l'entreprise. Donc des discussions devraient reprendre dans les semaines et les mois qui viennent. La CGT comme la CFDT ont annoncé qu'ils iraient participer aux discussions, aux échanges au bout du bout. Donc ça finira par se faire, mais à quel prix pour le gouvernement, ça on verra bien. Il y a des élections au MEDEF aussi pendant ce temps-là, il va falloir garder un œil dessus. Parce que Geoffroy Roux de Bézieux va être remplacé. Il y a 3 candidats qui ont été présentés hier, mais c'est pour cet été, je crois, le vote. Mais entre-temps, j'aime bien ça. Il va y avoir une campagne interne qui va être intéressante parce que... typiquement, un débat. Imagine Usul qui stream. Un débat des 3 droitos et tu commentes en live, c'est parfait. Mais justement, parce que toi, tu es bien placé pour savoir que le MEDEF peut pas être le MEDEF de la même manière en fonction de qui est au gouvernement, de quelle manière, etc. Et de moments où il faut accepter de rentrer dans la discussion avec les syndicats, CF 35 heures, etc. Il y a d'autres moments où il faut être ferme, strict, machin, pendant Sarkozy, par exemple. Des moments où il vaut mieux être discret et les laisser faire, en ce moment. Oui, non, mais voilà, c'est ça. Et il y a aussi des moments où, et c'est toi qui le disais dans je sais plus quelle vidéo, que parfois aussi tu dois décrocher ton téléphone et dire au gouvernement d'arrêter de déconner parce que en fait ça arrive aussi. Ça arrive aussi. Donc le patronat lui aussi et à mon avis aussi il y a aussi des têtes pensantes du côté du patronat qui s'interrogent sur le sens profond en disant mais en fait il y a un moment où juste ça n'a plus de sens, les gens veulent plus travailler aussi pour de très bonnes raisons. Enfin tu vois, c'est un moment. Paradoxalement c'est ça aussi la démocratie sociale. Hein, paradoxalement c'est ça. Les patrons ou les petits patrons même parfois qui disent en fait non ça fait plus rêver personne là votre truc. Donc voilà, d'où l'ouverture de discussions sur la participation et l'intéressement dans les entreprises, la répartition de la valeur dans la répartition de la richesse créée, la question de la lutte contre la fraude fiscale. Donc j'ai l'impression aussi que le gouvernement envoie des petits ballons d'essai dans des zones très consensuelles. Par exemple, Gabriel Attal, ministre du Budget, qui annonce un grand plan de lutte contre la fraude fiscale en disant que c'est juste... Et social. C'est le en même temps. Ça ne nous a pas échappé à nous. C'est le en même temps, effectivement. Mais j'ai l'impression que sur le premier quinquennat, ils en faisaient vraiment un paquet sur la lutte contre la fraude sociale, aussi parce qu'il y avait le rapport de la Cour des comptes sur le sujet, et que sur le deuxième, là, je l'ai senti, Gabriel Attal a appuyé un peu fort sur le côté fraude fiscale en disant elle est intolérable par les temps qui courent, etc. On demande des efforts aux Français. C'est pas acceptable de continuer à avoir des gens aux Seychelles et tout. Oui, mais bon, sur fraude fiscale, en fait, il y a la question de la fiscalité en général, et je pense qu'il y a un peu un scepticisme sur leur capacité sur leur volonté réelle de lutter contre la fraude fiscale, alors qu'ils ont largement baissé, ils ont été très très accommodants avec le haut de la fourchette d'un point de vue fiscalité en fait. Et les entreprises. Donc ça peut faire partie du deal justement. Oui, mais qui se réveille. On a transformé la France en paradis fiscal. C'est perdant-perdant en plus quoi. Ouais. Non, mais ça a pu faire par le passé. C'était au moment du opt-in ou de opt-out, je sais plus, c'était au moment de Nicolas Sarkozy qui, en gros, avait dit un truc un peu similaire en disant attendez, je vous ai fait le bouclier fiscal, vous n'avez plus aucune raison de frauder.
Donc il y a un moment, je vais taper d'autant plus fort que j'ai créé les conditions pour que vous reveniez. Donc ça aussi, parfois, c'est du rapport de force avec ces grandes fortunes en leur disant non, mais là c'est bon, faut arrêter de déconner. En fait, si vous êtes toujours en Suisse là, alors qu'on a mené toutes les réformes fiscales que vous réclamiez, c'est que vraiment vous êtes des connards. Et donc on a raison de taper. Ouais, mais il y a tellement de moyens en fait par lesquels ces grandes fortunes peuvent optimiser leur fiscalité que en fait ça va être un coup d'épée dans l'eau. Et là ils ont du coup dans l'annonce on va ajouter 1500 contrôleurs fiscaux, donc mettre plus de moyens humains pour justement faire le travail. Par la gauche depuis 10 ans. Oui, mais en fait, ça correspond à moins que ce que Macron a supprimé depuis 2017. Dans les contrôleurs fiscaux. Dans les contrôleurs fiscaux ou dans les directions de la finance publique? Dans les contrôleurs, au niveau des moyens humains alloués à la lutte contre la fraude fiscale. Voilà, exactement. Tu as vu les horaires d'ouverture des centres de finances publiques? C'est entre 15h et 17h. C'est pas dans les centres de finances publiques que tu luttes le mieux contre la... Non, mais je veux dire, il y a de moins en moins de fonctionnaires. Quand je parlais de New Public de Management, on a dégraissé tout un tas d'administrations, y compris, et puis voilà, des gens qui se retrouvent en sous-effectif, en fait, sont en sous-effectif, partout comme dans la justice, bien sûr, comme un peu dans n'importe quel service public. Puis les inspecteurs du travail, notamment les trucs qui vont faire des contrôles, tout ça, alors ceux-là... Évidemment. Oui, inspecteur du travail, oui, ça c'est... Ouais. Dernier sujet dont on voulait parler aussi, parce que ça fait 1 an que la guerre en Ukraine a été déclenchée, alors... On va pas faire semblant de faire de la géopolitique. On est tous dans un petit peu l'attente d'une contre-offensive de la part de l'armée ukrainienne. Ceci étant, quand on préparait cette émission, on s'est tous les quatre dit aussi que on s'est un peu dit aussi que la guerre en Ukraine avait fait bouger des curseurs en France sur un certain nombre de sujets. Par exemple, un euroscepticisme qui était plus franc à gauche et qui s'exprime moins facilement depuis le Covid et la guerre en Ukraine, au moment où une identité européenne autour de la défense de la démocratie est en train de naître, et aussi à l'extrême droite, alors là, plus surprenant encore on peut en parler, un backflip total de Marine Le Pen et du Rassemblement national, qui, il y a encore, avant la guerre en Ukraine, affichait publiquement une russophilie, une amitié avec Vladimir Poutine. On se souvient tous de cette visite de Marine Le Pen allant travailler sa stature internationale en rencontrant Vladimir Poutine et en lui disant très poliment en français qu'elle allait lutter contre les mesures de rétorsion contre les oligarques russes. Là, 1 an plus tard, le Rassemblement national, face à la guerre en Ukraine et compte tenu de l'évolution du conflit et des opinions publiques sur le sujet, Jordan Bardella a clairement dit on est pro-ukrainien, on n'aurait pas dû soutenir Vladimir Poutine autant. Enfin voilà, un backflip total qui, j'ai l'impression, passe complètement... Désolé, on n'a pas fait exprès. Ouais, non mais voilà, c'est ça. J'ai l'impression qu'il y a une capacité de caméléon de ce camp politique vachement plus spectaculaire que ce qui peut se passer dans d'autres camps. Je suis le seul à voir ça comme ça? Non, mais c'est du même ordre, en fait. C'est la même tendance à l'institutionnalisation et au lissage, parce que ça devenait complètement inacceptable et complètement inaudible d'être sur leur ligne précédente, et surtout incompatible avec la volonté de prendre le pouvoir dans une France qui est dans un monde où il y a cette guerre-là. Donc, en fait, ils ont changé. Et le mot caméléon, il est parfait. Je veux dire, et un autre exemple, et après, on repart sur l'Ukraine. Mais aujourd'hui, le communiqué de Marine Le Pen, suite à la démission du maire de Saint-Brévin, et qui dit... honte au président Macron de ne pas l'avoir soutenu face aux extrêmes. Donc, il y a un maire qui a démissionné et quitté sa ville parce qu'il y a eu une pression, pas qu'une pression, des crimes perpétrés. Il y a eu son véhicule et sa maison ont été incendiés par des groupes fachos pour protester contre l'installation d'un centre de demandeurs d'asile dans le village. Et donc, il a demandé une protection à l'État qu'il n'a pas eu, et il a été forcé du coup de démissionner et de quitter la ville. Et donc, ça illustre aussi cette capacité de changement comme ça du RN. C'était quand même l'extrême droite qui était responsable de cette situation, et Marine Le Pen arrive quand même à dire la République est attaquée et c'est le gouvernement le responsable. Nous, sous-entendu, nous, en fait, on sera l'ordre, on sera plus responsable qu'eux, on sera plus à même de combattre les extrêmes qu'eux, mais en récupérant le narratif de la Macronie sur nous sommes l'apaisement et l'ordre. Le rassemblement. Le reste, l'apaisement. Et le reste, c'est les extrêmes.
Mais voilà, donc, pardon, je nous ai fait dévier du sujet sur lequel tu Non, mais ça participe. Non, mais ça participe parce que tu l'as expliqué de cette stratégie, encore une fois, de dédiabolisation. Je sais que c'est un lieu commun, mais le changement d'opinion du Rassemblement national et de Marine Le Pen sur la question de l'euro en 2012. 2017. La question de la réforme des retraites, pareil, elle était pour 67 ans, elle est passée à 60 ans. En un claquement de doigts, enfin voilà. Et là, sur la question de l'Ukraine, les nouvelles alliances. Et effectivement, je suis d'accord avec toi, tout ça se place pas seulement dans une stratégie de diabolisation, mais aussi de préparation à l'exercice du pouvoir par Marine Le Pen, parce que c'est vachement difficile de prendre le pouvoir en voulant sortir de l'euro, en étant pro-Poutine. Évidemment. Dans un contexte. Et en ayant les copains qui montrer qu'elle a ses capacités à gouverner aussi. Parce qu'en fait, il y avait cette grande question. Je veux dire, c'était un saut dans l'inconnu que de voter RN jusqu'à 2022, en réalité. Puisqu'il n'avait pas de groupe à l'Assemblée nationale, il n'était pas en capacité de légiférer dans quelques communes que ce soit. Bon, les choses ont quand même évolué dans leur sens, avec un groupe qui est quand même relativement bien structuré, il faut quand même le dire. Ils foutent le bordel, certes. Alors moi, je dis pas que c'est le meilleur. Ah bah oui, quand même. Ils font pas un travail incroyable sur le fond. Non, ils ne font pas un travail incroyable sur le fond, mais ils foutent pas le bordel, en fait. Et c'est ça. Elle les tient, et Marine Le Pen fait ce travail de présidente de groupe où elle les tient en faisant en sorte qu'il n'y a rien qui dépasse, mais que ce soit vraiment sur le fond comme sur la forme, même s'il y en a qui, évidemment, ça reste des fachos, donc à un moment donné, ça dépasse. C'est naturel, voilà, c'est évident, mais n'en demeure pas moins qu'il y a aussi cette volonté de s'inscrire effectivement dans quelque chose de républicain, de légaliste. Le discours du 1er mai au Havre, c'était... pouvoir d'achat, mais pas que, c'était... Ne répondez pas avec des casseroles, répondez par des urnes. Pourquoi ? Parce que élection européenne, on sait très bien que la RN fait des scores faramineux. D'ailleurs, on va en parler avec Marine Tondelier. Et on va se retrouver encore. Elle est en campagne permanente. Et avec cette volonté effectivement de lisser sa posture, de bien s'éloigner, même si on a quand même retrouvé 2 anciens des trésoriers du micro-parti Jeanne, qui est donc le micro-parti qui finance, enfin qui permet de financer notamment la campagne, celui qui a permis de financer la campagne, des proches de Marine Le Pen dans la manif du 6 mai à Paris. Et ça, même ça, elle arrive à ne pas se le faire reprocher. Elle le condamne. C'est quand même hallucinant. Elle le condamne. Et ça marche. Elle a condamné avec vigueur. On est là, on a des photos où ils sont en train de s'embrasser à 2 doigts de se rouler des pelles, et derrière, les mecs, ils sont en train de manifester avec des fachos en faisant le salut nazi, et tout le monde est là, non, mais en fait, non. Alors ça, certainement pas chez nous. Et ça passe. C'est quand même ahurissant. Et ça passe effectivement. Et j'ai vu quelqu'un dans le chat qui disait c'était une stratégie à la Mélanie. Et oui, c'est le cas. Je pense sincèrement que le retournement spécifiquement sur la question ukrainienne, c'est en grande partie dicté par l'arrivée au pouvoir de Mélanie l'année dernière, où la chef de l'État italien est certes d'extrême droite sur tout un tas de sujets. Mais il y a un sujet sur lequel elle est intransigeante, c'est sur l'opposition à Poutine et le soutien à l'Ukraine. Oui, mais elle a un tropisme américain, comme Le Pen avait un tropisme américain dans les années 80. Le Pen père, ouais. Absolument. Tu en as parlé de cette manifestation. Je voulais juste ajouter peut-être quelque chose, si ça vous dérange pas, sur la question. Niquer ma transition. Non, mais vas-y. Pardon. Vas-y, rewind. Bon, bref. Désolée. Non, je voulais juste avoir un peu de profondeur, prendre un peu de distance par rapport au sujet ukrainien et comment ça se passe avec les partis de gauche, notamment en France, pour peut-être avoir une approche un peu européenne, en fait. Ce qu'on voit, c'est que depuis 1 an, en fait, bien sûr, lorsque la guerre en Ukraine a été déclarée, il était bien évident que c'était difficile pour les partis que de dire on est anti-impérialiste, on est anti-militariste, on est anti-ceci, on est anti-cela. 1 an après, on voit qu'il y a quand même des partis, et c'est pas que les partis en France, il y a certains partis qui remettent en question, notamment le financement des armes et le fait de donner des armes à l'Ukraine, etc. Il y a Podemos, il y a Syriza, il y a pas mal de partis aussi à l'Italie, qui sont bien entendu bien marqués à gauche, et extrême gauche, qui remettent en question cette intervention, et notamment qui questionnent l'impérialisme, le retour notamment de l'OTAN, qui était une puissante plus ou moins, une institution plus ou moins dormante, à laquelle la France n'a pas toujours participé, il faut le rappeler quand même. Il y a eu ces je t'aime moi non plus. Il y a toute cette question qui se pose, et ça se pose à un niveau européen. C'est assez intéressant de voir comment les partis de gauche européens commencent 1 an après à se dire bon, ok, alors autant au début on pouvait pas dire que ça puait du cul, mais là on peut se poser les questions, on peut se demander, nous en tant qu'anti-impérialiste, en tant qu'anti-militariste, anti-américain aussi, américanisme en tout cas, pas américain mais américanisme. C'est le retour de l'opposition à l'OTAN à la papa. Un peu.
Et ça fait un sujet assez inattendu, quoi. Un sujet de division de plus pour la NUPES. Franchement, il y a un an, c'était inattendu, quoi. Ouais. Puis, en fait, ce qu'elle vient marquer, cette guerre en Ukraine, c'est le passage d'une époque historique à une autre. C'est-à-dire qu'en fait, on a eu quand même, après la guerre froide, cette idée que quand même les grosses tensions géopolitiques entre grands blocs, c'était pas terminé. Enfin, il y a encore des blocs, des rapports de force, etc. Mais que c'était pas ça qui surdéterminait, en fait, la structure économique, etc. Quelque part, le marché, l'ordre de marché, prenait le dessus sur la géopolitique comme organisateur des rapports entre pays et entre les sociétés. Et l'Union européenne, elle s'est construite là-dessus. Elle s'est construite sur l'idée qu'en fait, en faisant échanger les gens, en faisant du commerce, on allait rapprocher le peuple. En élargissant le marché libre, ça allait garantir la paix parce qu'on serait interdépendants économiquement. Et en fait, le conflit ukrainien, il vient briser complètement ce récit, en fait. Avec les mêmes raisons. Il vient supplanter à ce récit un autre récit qui est une affirmation de l'identité européenne sur la base des libertés et de la démocratie. Oui, par opposition à l'autoritarisme. Non, mais c'est pas que ça qui est en jeu. Là, on a un retour en force de la surdétermination des relations internationales par le rapport de force brute entre grandes puissances. Ah, ça oui. Là, vous avez les États-Unis et la Chine, les tensions et l'opposition est en train de monter, est en train de structurer l'ensemble des stratégies, notamment en matière d'énergie. La question de la lutte contre le dérèglement climatique, elle est en train de se faire prendre aussi en étau là-dessus. Toutes les relations commerciales avec les Suds, globalement, sont en train d'être redéterminées par ça. On reparle et de BRICS, là-dedans, la question pour l'Union européenne, c'est qu'est-ce qu'on fait ? On est coincé entre ces deux trucs-là parce qu'on n'a jamais eu en fait une logique de puissance. Parce qu'il n'y avait pas cet esprit-là dans la construction européenne. Ouais. C'est chouette parce que quand je lance le sujet Ukraine, vous divergez pour aller vers l'extrême droite et au moment où je capitule pour dire OK, on va parler de l'extrême droite, vous dites attendez, on va parler de l'Ukraine. Je peux lancer mon sujet extrême droite du coup ? Oui.